Bienvenue à toutes et à tous. Pas l'ombre d'un marcheur cet après-midi aux allées centenaires. Par contre, la présence des forces de l'ordre était bien visible. Je vous propose de suivre le constat dans ce récit signé Habib Faye Mardian. L'élément n'est pas en place, certainement. Nous y reviendrons prochainement. Arli Bok a décidé de son côté de respecter la décision du préfet. Aliou Sané, co-coordonnateur de la plateforme, dénonce l'attitude du mouvement Samoussounoureo qui veut contrecarrer leur manifestation. Ces derniers parlent de démarche citoyenne. Je vous propose de les suivre dans ce sujet signé Pape Faraning et Ababakar Kamara. Se sont pliés. Les deux mouvements, Arli Bok et Samoussounoureo, se sont pliés à la décision préfectorale interdisant les manifestations initialement prévues ce vendredi. L'élément n'est pas des meilleurs certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Des femmes de différentes associations venues de partout dans le pays décident de ne plus prendre part aux manifestations de l'opposition. Selon elles, l'urgence est ailleurs, notamment la recrudescence des viols, la maltraitance des enfants, les crimes odieux, entre autres. Elles ont tenu en sit-in. C'était ce matin. Écoutons leur porte-parole. Elle s'appelle Kouran Ndiaye, interrogée par Mohamed Dian et Maïmouna Ndiaye. Est-ce que vous savez le nombre de femmes violées et tuées à l'extérieur? Vous ne le savez sans doute pas. Et comble du comble, ici dans notre pays, nous sommes opprimés, assassinés, nos enfants violés, tués. Avec tous ces drames, l'opposition n'a pipé mot. Le problème du pétrole ne nous intéresse pas. Nous les interpellons sur d'autres priorités. Nous avons besoin d'aide. Les sévices que nous subissons sont intolérables. Nous ne répondrons pas à l'appel et je lance un cri de cœur à toutes mes sœurs pour qu'elles ne se mobilisent pas pour ces politiciens. Et puis le syndicat des travailleurs charge le préfet de Dakar après l'interdiction de leur marche et parle de décision politique face à la presse ce matin. La coordination met en garde. Le gouvernement du Sénégal estime être dans son droit. Toutefois, ces travailleurs tiennent à marcher et réfléchissent sur un autre jour. Abdoulaye Ndoye, membre du G7, que je vous propose d'écouter au micro de Gervais Yao et Al-Hassan Ba. Le jeudi matin, hier, le préfet m'a appelé au téléphone. Je dis bien le préfet de Dakar m'a appelé pour me dire oui, il y a 4 demandes, 4 lettres d'information qui ont été déposées. Je voudrais ici, devant le peuple sénégalais, interpeller le préfet, qu'il dise aux Sénégalais quelles sont les structures qui ont déposé et quand est-ce qu'ils ont déposé. Parce que nous avons déposé le 21 juin. Et on a dit qu'il faut 3 jours francs. Nous sommes dans une république. Ce pays n'est pas une oligarchie, encore moins une monarchie. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on doit se permettre tout. Quand il m'a dit, je lui ai dit que, monsieur le préfet, l'administration, elle est écrite. Et nous avons adressé une lettre d'information en bonne et due forme à l'autorité préfectorale. Nous avons rempli toutes les procédures administratives. Vous, en tant que préfet, vous savez ceux qui ont déposé avant et ceux qui ont déposé tardivement. L'objectivité et la posture d'homme d'État, d'administrateur à équidistance des organisations politiques devez vous amener à prendre la bonne décision. Mais nous assumer. En tout cas, nous avons appelé à une marche pacifique de tous les travailleurs du Sénégal. L'autre aspect, l'itinéraire que nous avons choisi pour ne pas créer des perturbations. Nous avons choisi l'itinéraire allant de la FASTEF, c'est-à-dire le rond-point de l'OMVS, jusqu'au jet d'eau. Personne n'a choisi cet itinéraire. La posture du préfet, c'est une posture partisane. C'est la posture d'un politicien. Parce que les arguments évoqués ne tiennent pas la route, ce ne sont pas des arguments républicains. Et vous l'annoncez tout à l'heure, Arli Bok qui a décidé donc de respecter la décision du préfet. Aliou Sané, co-coordonnateur de la plateforme, dénonce l'attitude du mouvement Samoussounoureo qui veut contrecarrer leur manifestation. Et ces derniers parlent tout simplement de démarche citoyenne. Pape Farani.
Les deux mouvements Aar Li Ñu Bokk et Sàmm Sunu Réew se sont pliés à la décision préfectorale interdisant les manifestations initialement prévues ce vendredi pour cause. Ce vendredi-ci, encore une fois, c'est les syndicats qui avaient appelé et Aar Li Ñu Bokk étaient conviés à participer à cette marche. Et comme ces syndicats ont décidé de surseoir à cette marche, Aar Li Ñu Bokk ne peut faire autre chose que de se conformer à cette ligne que les organisateurs eux-mêmes ont définie. Mais parce que nous sommes des citoyens. Et en tant que citoyens, nous nous devons de nous conformer aux prescriptions légales. La loi donne aux autorités administratives la possibilité de voir, selon les informations dont ils disposent, la possibilité d'accepter ou d'interdire une manifestation. Ils voulaient tous manifester à la place de la nation à la même heure. Si la plateforme Aar Li Ñu Bokk voit l'attitude de Sàmm Sunu Réew comme de la provocation, ce dernier dément. Quand Y en a marre est né, le pouvoir à l'époque de Wade avait créé Y en a envie. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais maintenant, ce que ça interpelle, c'est que c'est aux autorités de prendre leurs responsabilités. Parce que tout le monde a vu Aar Li Ñu Bokk, le rassemblement qu'on a tenu la dernière fois. Tout le monde avait vu la discipline et l'état d'esprit citoyen qui a animé ce rassemblement. Oui, mais nous sommes dans la démarche pacifique. Nous ne provoquons personne, nous n'insultons personne. Mais nous jugeons que nous avons quand même le droit de nous adresser au Sénégal. Et c'est de ce droit-là que nous nous réclamons pour que l'autorité administrative nous permette de nous adresser au Sénégal. Même si le préfet interdit les manifestations de ce vendredi, les deux structures ne comptent pas lâcher prise et donnent rendez-vous. Nous l'avons accepté et nous avons choisi aussi une autre date. Et cette date qu'on a choisie, c'est la semaine prochaine. Donc on donne rendez-vous aux citoyens sénégalais, on leur demande de rester mobilisés, que la plateforme lundi, Inch'Allah, annoncera la date du prochain rassemblement pacifique qui se tiendra, Inch'Allah. La plateforme Aar Li Ñu Bokk prévoit une réunion ce lundi. Le mouvement Sàmm Sunu Réew a aussitôt déposé une demande de manifestation pour vendredi prochain. Et puis le SAES invite l'État du Sénégal à régler définitivement les problèmes de l'enseignement supérieur en les identifiant clairement et à engager des pourparlers avec les vrais acteurs. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur s'est exprimé en marge de l'inauguration à l'université Assane Seck de Ziguinchor d'un complexe contenant un restaurant et des logements, entre autres. Malick Fall, le secrétaire général national, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi. C'est une situation que toutes les universités du Sénégal sont en train de vivre. Bon, c'est vrai que nous avons des problèmes, pas d'effectifs, parce qu'il faut le rappeler également, le Sénégal est loin des normes de l'UNESCO en termes de nombre d'étudiants. Nos universités n'ont pas suivi le rythme de progression donc des nombres d'étudiants. Monsieur le Président de la République avait tout récemment décidé même de proposer un plan Marshall pour les universités. C'est-à-dire qu'il avait même donné, pris un engagement pour que nous ayons au moins chaque année un certain nombre donc d'enseignants qui soient recrutés dans toutes les universités. Nous sommes toujours dans cette dynamique et nous attendons que ces promesses faites par M. le Président de la République puissent être exécutées. Parce qu'effectivement, si nous voulons régler tous ces problèmes que vous avez venu d'évoquer, nous devons avoir une politique spéciale pour l'enseignement supérieur. Parce que nous ne cessons de le dire, un pays émergent, tous les pays aujourd'hui qui sont développés l'ont été parce que tout simplement ils ont eu un enseignement supérieur de qualité. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, l'Office du bac fin prête pour l'organisation du baccalauréat 2019. Toutes les mesures sont prises pour un bon déroulement de l'examen. Face à la presse ce matin, le directeur de l'Office du bac, Sosegna, a demandé aux candidats à respecter les mesures à l'image de l'interdiction du téléphone portable. Compte rendu signé Cheikh Diop et Diafaraba. 155 551 candidats vont se pencher sur les épreuves du baccalauréat général ce lundi. Une fois de plus, les autorités académiques chargées de l'organisation de l'examen ont mis sur place le matériel qu'il faut. Nous avons fini donc toutes les phases préparatoires de production, sécurisation, transfert des épreuves. Nous avons également transféré le matériel de composition au niveau des centres d'examen. Nous avons constitué les jurys. Nous avons mis en route les examinateurs, c'est-à-dire les correcteurs, à travers des convocations que nous avons envoyées dans toutes les inspections d'académie.
et également les sommes nécessaires pour payer les avances de ces personnes-là. Maintenant, pour les présidents de jury, le travail est en train d'être fait au niveau de l'office du baccalauréat. Là également, ils sont en train de recevoir leur matériel et également les avances pour pouvoir faire le déplacement sur le lieu. Un impressionnant dispositif de lutte contre la fraude est mis en place par l'office du bac qui invite les candidats au respect de ces mesures. Le téléphone portable est formellement interdit dans les salles. Et nous faisons des recommandations, surtout à l'endroit des parents et des élèves. Ces recommandations, c'est de rappeler que le port du téléphone portable, que ce soit dans ses poches, dans son sac ou n'importe où sur soi, est interdit, est formellement interdit. Et les agents qui sont en charge de l'organisation au niveau local vont veiller au respect de cette interdiction. Tout candidat qui sera trouvé en infraction par rapport à cet interdit-là sera tout simplement exclu du centre. Le directeur de l'office du bac avertit les individus véreux qui tenteraient d'arnaquer les candidats en leur proposant des sujets. Il compte également sur la vigilance des parents. C'est des documents qu'ils ont fabriqués. Maintenant, ils savent que quand l'examen va se dérouler, les parents vont découvrir la supercherie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font courir la rumeur à travers la presse. Et ça, j'attire votre attention, vous les membres de la presse. Il faut vérifier les sources avant de publier. Ils vont, à travers la presse, publier ces documents ou bien dire que ces documents sont les sujets. Alors, le jour de l'examen, bien entendu, ce n'est pas les sujets. Donc, ça ne sort pas et ils vont dire aux parents, bon, c'est parce que tout le monde en a parlé qu'ils ont changé. Mais c'était vraiment les sujets. Comme ça, ils n'ont pas à rembourser, ils ont déjà gagné de l'argent. Donc ça, j'attire l'attention. Cette année, les candidats sont répartis dans 509 jurys abrités par 365 centres principaux et 68 centres secondaires. Nous restons avec Sosenia qui tire un bilan satisfaisant du baccalauréat technique sur le plan organisationnel. Le directeur de l'office du bac annonce un taux de réussite de 56,7%. Je vous propose de l'écouter toujours. 3740 étaient concernés par l'examen du baccalauréat technique. Ils se sont présentés à l'exception de 158 d'entre eux. Et parmi donc les 3582 qui se sont présentés, nous avons donc un taux de réussite de 56,7% pour le baccalauréat technique, avec bien entendu des disparités parce que le baccalauréat technique c'était 4 séries. Il y a la série T1, la série T2 et la série STEG, qui est une nouvelle série qui a été créée donc, et qui doit remplacer la série G, mais qui va cheminer avec elle pendant encore quelques années. Alors, cette série STEG a eu un taux record d'admis de plus de 60%. Je pense qu'on est à 64% d'admis. C'est un taux record. Bon, peut-être qu'il y a des explications, mais en tout cas, ça, c'est un constat qu'il faut faire. Maintenant, les autres séries aussi, on a un taux de réussite qui n'est pas négligeable par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer pour le baccalauréat général. Et puis à 48 heures du baccalauréat général, le stress est monté d'un cran chez certains candidats. C'est le cas au lycée Tierno Seydou Nouroutal où nos reporters ont trouvé des candidats en plein dans les révisions. C'est un reportage signé Fatimata Touré et Ababakar Kamara. Aïdegnon et Ndeye Fatou Diop, deux jeunes filles en classe de terminale et sont au lycée Seydou Nouroutal, préparent les épreuves du baccalauréat prévues lundi. Trouvées dans leur établissement, ces candidates se disent être dans la dernière ligne droite. En ce moment, on est en train de réviser les matières fondamentales, que sont nos matières dominantes, mais on n'a pas encore négligé les autres matières, car ils peuvent nous apporter des points. Et pour l'instant, on se prépare. On peut dire qu'en ce moment, on est presque prêt. On essaie de faire le maximum, on essaie de faire des exercices de bac dans nos matières dominantes principalement, parce que je trouve qu'on n'a pas le temps de préparer toutes les matières durant les derniers instants. Awa Diouf, quant à elle, élève en classe de terminale L2, soutient être assez outillée pour affronter les épreuves. On s'exerce surtout sur les matières littéraires telles que l'histoire et la géographie, parce que c'est notre matière dominante. On fait des exercices, on fait des recherches. Aussi, on s'exerce sur les matières scientifiques. On a fait beaucoup de recherches pour mieux être prête pendant les examens. À moins de 72 heures de l'examen, ces trois candidates disent partager le même sentiment. On est stressé
surtout stressée. Mais quand même, je peux gérer mon stress. On stresse beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qu'on va donner en histoire tout en jour. C'est imprévisible. Du point de vue organisationnel, tout est fin prêt dans ce centre. À notre niveau, ça se passe bien parce que ce qui nous incombait, c'est de préparer les salles et d'accueillir le président du jury. Cette année, il est venu plus tôt. Parce qu'en général, le président du jury venait la veille, mais cette année, le président du jury est venu dès le vendredi. Donc, on lui a montré le site, on lui a montré les bureaux qu'il doit occuper et tout. Voilà, après, a priori, il y a pour le moment, il n'y a aucun problème. Après les épreuves anticipées de philosophie, le baccalauréat se poursuit lundi sur toute l'étendue du territoire national. Ces candidates se disent optimistes. Nous parlons justice à présent dans ce journal. 3 ans ferme et 200 millions de francs CFA versés à la partie civile. C'est la peine infligée à Walid Hassan par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le juge n'a finalement pas suivi le parquet qui demandait dans son réquisitoire 5 ans ferme et 2 milliards en guise de dommages et intérêts au profit de la partie civile. Pour rappel, Walid Hassan est le conducteur en état d'ébriété qui avait mortellement fauché 3 enfants guinéens aux Almadies issus d'une même famille. 200 millions de francs CFA plutôt. Indépendance de la justice. L'Union des magistrats du Sénégal s'inquiète encore sur la mise en œuvre des différentes réformes. Selon son président, des efforts sont faits, mais des questions comme la gestion des ressources humaines ou du principe d'inamovibilité leur vient à cœur. Afrikajom Center, en partenariat avec l'UMS, a tenu un atelier ce matin sur l'indépendance et la performance de la justice sénégalaise. Une rencontre présidée par le garde des Sceaux, compte rendu signé Al-Hassan Ba et Gervais Yao. L'inamovibilité des juges et l'administration du système judiciaire, 2 principes qui garantissent l'indépendance de la justice. Justement, cette indépendance, l'UMS en a toujours parlé. Des rencontres avec la chancellerie et des propositions existent. Mais la matérialisation reste encore, même si Suleiman Teliko reconnaît que ce principe d'inamovibilité commence à être appliqué progressivement. Pour le moment, il n'y a pas eu de suite telle que nous l'espérions. Mais comme je l'ai dit dans le discours, ce problème a été posé lors d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Et le président de la République avait exprimé son accord pour un aspect de cette réforme, c'est la pratique de l'appel à candidature pour les chefs de poste, pour les postes de chef de juridiction. Donc ça, c'est un aspect essentiel pour qu'aujourd'hui, celui qui sera nommé comme chef de juridiction puisse être nommé sur la base d'un appel à candidature et sur la base d'une évaluation objective fondée sur le mérite et la compétence. Et j'insiste aussi sur le fait que nous avons invité des magistrats africains et non européens, qui nous sont voisins, qui n'ont rien de supérieur à nous. S'ils sont arrivés à réaliser ces réformes, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire. La gestion des ressources humaines est aussi une question qui préoccupe les magistrats. Au plus haut point, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous estimons que c'est un aspect essentiel du renforcement de l'indépendance de la justice. Il faut qu'on en arrive à un point où chaque magistrat saura qu'il doit sa nomination, non pas à la bienveillance de l'autorité politique, d'une autorité religieuse ou autre, mais au mérite et à la compétence. Quand on en sera à ce point-là, chaque magistrat sera beaucoup plus renforcé dans son indépendance. C'est un vaste chantier, une justice moderne et une justice performante. L'État s'est déjà engagé et s'est fixé un horizon 2026. Des efforts sont faits et abordant le chapitre des peines, le garde des Sceaux invite les magistrats à s'approprier les modes d'aménagement. La prison, en principe, dans notre droit interne, est même une exception. Et qu'il y a beaucoup d'autres possibilités, effectivement, de sanctionner sans envoyer à la prison. Et nous sommes présentement, d'ailleurs, en train de travailler sérieusement pour mieux affiner justement ces conditions effectivement d'aménagement des peines. Sur le plan des infrastructures, l'ambition de l'État est de doter nos juridictions de palais de justice dignes de ce nom. Et puis le directeur de la société Dakar Demdik face à la presse répond à ses pourfendeurs sur la gestion de la boîte, notamment l'IPM et le centre médico-social. Maître Moussa Diop accuse des politiques d'être derrière ces accusations sans fondement, dit-il. Compte rendu de sa conférence de presse signé Aïssatou Paye et Mohamed Dian.
À la tête de Dakar Demdik depuis bientôt 5 ans, Moussa Diop est attaqué par des syndicalistes. Il parle d'une mauvaise gestion. Mes prédécesseurs ont toujours été, je tiens à préciser que mes prédécesseurs ont toujours été pris en otage par des syndicalistes. Et moi, je l'ai dit depuis que je suis arrivé, ça ne marchera jamais avec moi. Tous ceux qui étaient assis là-bas, ce sont des opposants politiques au président Macky Sall. Soit on est là pour une conférence de presse de syndicalistes, ou bien une conférence de presse d'opposants politiques. Et je pense que l'aveu, c'est la grand-mère des preuves. Ils déclarent qu'ils sont effectivement tous opposants. Moussa Diop apporte un démenti à certaines allégations concernant l'IPM de la structure. Mais la gestion de l'IPM est une gestion autonome, avec un conseil d'administration autonome qui n'a rien à voir avec le conseil d'administration de la société Dakar Demdik. J'ai tout réglé. Alors, en réglant cette dette, c'est eux qui gèrent, à leur risque et péril, et bien entendu sous leur responsabilité. Vous savez que quand on parle de l'UDT, on passe à quelqu'un. Lui et ses collaborateurs avertissent, ils ne comptent pas reculer, les priorités étant ailleurs. Nous sommes presque prêts et on va le faire. On est en train de mettre les gants, mettre les formes pour que ça ait lieu. Les bus sont là. Nous avons reçu pas mal de bus qui ne sont même pas encore sortis, ils sont là. Mais pour préparer un tel projet, il faut aussi mettre des hommes qui vont faire des études des pays, parce qu'on sort du Sénégal. Concernant le centre médical et ses difficultés, il dégage toute responsabilité et accuse l'UDT. Si vous l'annoncez dans les titres de cette édition, découverte importante d'un gisement de phosphate au cœur du Cayor à Ngandiouf. Certains habitants du village impacté avaient opposé un refus catégorique quant à son exploitation. Finalement, un compromis a été trouvé. Le sous-préfet de Niakhène, la société civile et les représentants des villages impactés se sont retrouvés justement à Ngandiouf pour dissiper leurs inquiétudes. Et l'entreprise en charge de l'exploitation promet une protection et un accompagnement aux populations. Les détails dans cette correspondance signée Seila Tir et Chiranta Diop. Découverte de gisements de phosphate dans la commune de Ngandiouf, arrondissement de Mérina Dakhar. Les représentants des villages impactés, le maire de la localité, l'État, la société civile se sont retrouvés pour favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes et CEPHOS qui se préparent pour exploiter ce gisement de phosphate. Donc nous sommes dans une logique d'anticipation. D'abord sensibiliser les populations sur les opportunités et les menaces liées à l'exploitation de ces ressources, mais pour qu'elles puissent vraiment impacter sur leur vécu quotidien. Cette zone a une double dimension. Elle a une vocation socio-économique, mais aussi à la dimension anthropologique, parce que c'est au cœur du Cayor où 33 damels ont été installés, plus de 107 villages historiques d'Omboul, le village d'Indiardé. Donc il y a cette dimension aussi extrêmement importante qui est prise en compte. Le processus aussi a été inclusif. La société civile, le sous-préfet de Niakhène ont joué ce rôle d'interface pour mieux sensibiliser les populations de Ngandiouf. Leur porte-parole se réjouit de cette initiative. Beaucoup de nos craintes et angoisses ont été dissipées. Aucun détail n'a été négligé. Le directeur de la mine de CEPHOS rassure les populations. On n'a oublié aucun secteur. Tous les impôts ont été payés. C'est 6800 hectares pour le moment. Au sortir des débats interactifs, les populations de Ngandiouf sont bien outillées et pourront appréhender les impacts sur le plan environnemental et social. Justement, cher Antonio, nous parlons environnement. Les ministères de l'Environnement et de l'Éducation initient un programme dénommé Bois d'école dans le département de Sédhiou, un projet qui consiste à former les enseignants et les élèves aux techniques de reboisement, entre autres. Bakary Conté. Suite au changement climatique, les ministères de l'Environnement et de l'Éducation ont formé les enseignants et élèves des écoles de Diendé et de Bayandian sur les techniques de reboisement. Nous venons d'effectuer un reboisement de plantes d'ombrage au niveau de cette école. Donc pour, comme je le dis, ombrager un peu cette école, mais aussi l'embellir. Et tout le corps enseignant et les élèves étaient là. Nous tous, nous avons suivi les différentes opérations de préparation de terreau, de substrat, et jusqu'à l'ensachage, jusqu'à la plantation. Donc tout le monde a suivi le processus
jusqu'au bout. La pollution, la rareté du pluie, l'insalubrité, des mots qui inquiètent Sanadji Diop, inspecteur de l'éducation et de la formation à l'IF de Sédhiou. C'est un projet conçu par le ministère de l'Environnement, destiné à inculquer nos jeunes apprenants les notions de l'environnement, compte tenu des changements climatiques que nous vivons. On voudrait donc former les enfants de sorte qu'ils grandissent avec des notions environnementales et demain qu'ils deviennent vraiment des défenseurs vraiment de cet environnement. Parce que nous savons qu'actuellement, il y a les phénomènes de désert, il y a des phénomènes liés qu'on appelle anthropiques qui sont provoqués par l'homme, notamment avec notre société de consommation. On produit beaucoup de CO2, d'autres gaz, vous voyez, qui perturbent les équilibres climatiques, qui font qu'ici, il y a inondation, là-bas il y a sécheresse. Ici, la pluie est tardive. Ici, la pluie est précoce. Après les établissements de Djendé et de Badiandian, les autres écoles de la région réclament l'élargissement du programme. Cannes 2019 à présent, de grosses affiches étaient à l'honneur cet après-midi. En début de journée, justement, l'équipe du Mali et de la Tunisie ont fait match nul, un but partout. En deuxième heure, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été punis par le Maroc 1-0. En ce moment même, l'Afrique du Sud joue contre la Namibie. Match nul, 0 but partout. Après une demi-heure de jeu hier, les Lions du Sénégal étaient méconnaissables de la vie des journalistes et observateurs qui étaient au stadium du Caire. Ils demandent à Aliou Cissé et ses protégés de tirer les leçons de cette défaite et de tout faire pour gagner le prochain match. Je propose de les suivre dans cet élément signé nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Mor Harman. Donc la leçon à tirer de cette défaite, c'est que la compétition en Afrique, c'est très difficile. Aliou Cissé nous l'a dit dernièrement que pour gagner, pour devenir une grande équipe, il faut battre les grandes équipes. Le Sénégal n'était pas en mesure de battre une grande équipe, donc il faut que les gens se remettent en question. Il ne suffit pas de déclarer favori, il ne suffit pas d'avoir disputé des compétitions de haut niveau. Ici, c'est l'Afrique. On dit nous, c'est le Sénégal, mais ici, c'est l'Afrique. L'Afrique a ses réalités. Les matchs, c'est des combats de bout en bout. Il faut être présent, donc de la première à la dernière minute, se battre. Si on répète les mêmes insuffisances face au Kenya, on risque d'être encore déçu, plus déçu encore, parce que en principe, le Sénégal, on le dit supérieur au Kenya. Mais encore une fois, ça c'est sur le papier. La vérité du terrain, c'est la vérité du terrain. Il faudra y aller à 100%, bien à 200% pour récolter la victoire. C'est un avertissement, en tout cas de cette CAN-là, de la part d'Aliou Cissé, qui doit revoir son système de coaching, parce qu'il avait en face de lui une équipe qui a verrouillé tous les espaces, toutes les issues. Il n'a pas pu, en tout cas, percer cette ligne défensive de l'Algérie. L'Algérie qui s'est très bien organisée, qui a fait tout pour empêcher Sadio Mané de s'exprimer. Et autre chose aussi, on a noté beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'insuffisances techniques au niveau du jeu sénégalais. Le jeu a été vraiment catastrophique, ils ont été décevants sur toutes les lignes. Bien entendu, il va falloir changer les joueurs et changer aussi de tactique, essayer vraiment de mettre en place un système offensif qui est en mesure de percer une ligne défensive quand elle est verrouillée. Ce qui est important pour le moment, c'est de se concentrer et de rebondir pour le prochain match où on a le Kenya qui aussi a engagé beaucoup de confiance après sa victoire face à la Tanzanie. C'est le moment ou jamais de se repentir pour pouvoir quand même rectifier les failles. Mais je ne l'ai pas dit en Wolof, mais il faut retenir aussi l'absence de Ghana nous a beaucoup posé de problèmes. Alfred n'était pas quand même prêt physiquement et ça s'est senti sur le jeu. Il y avait quand même de la précipitation. C'est pourquoi le Sénégal n'a pas pu quand même contenir les Fennecs. C'est ce qui a valu cette défaite. À Dakar également, les supporters ont affiché leur déception après la défaite des Lions. Certains
ont pointé du doigt le coaching d'Aliou Cissé. D'autres pensent que les joueurs devraient tout simplement prendre leurs responsabilités. Je vous propose de les suivre dans ce micro-trottoir signé Diarry Toufal et Younous Diatta. Assez décevant parce qu'on s'attendait quand même à une équipe beaucoup plus combative. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a une gestion beaucoup plus intelligente de la part des Algériens qui nous ont certainement bien étudiés. Et je pense que ce qu'on attend d'un coach, d'un encadrement technique, c'est de pouvoir, à partir du moment où on dispose d'une équipe de qualité, de trouver la stratégie et les failles pour pouvoir gagner. Mais tout de même, nous savons que c'est un tournoi, rien n'est encore perdu. Il faut encore un réarmement un peu plus moral et voilà, physique, tactique. Nous avons tous été dessus, vraiment. Parce qu'avec une grande équipe comme le Sénégal, qui a été bien attendue, nous avons voulu nous apprêter à avoir une grande match. Parce que nous avons des joueurs qui sont en haute compétition par rapport aux autres équipes. Dans un match, on peut être mené en premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, tu viens, tu fais la différence. Parfois, on a un problème de coach. Mais aussi, il y a un problème sur le milieu de terrain et aussi les absences aussi. Peut-être c'est des absents et aussi les remplaçants aussi. Parfois, il y a des remplaçants hier qui sont inutiles. Le cas de Tchoub, c'est inutile. Diao Baldé ne doit pas sortir hier. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. N'oubliez pas, à 22h, le journal de la CAN avec Mamfat Doye. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.